Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans quelques extraits assez forts de 1984, le roman dystopique de George Orwell, publié en 1949. L'idée, c'est de décrypter un peu l'univers qui est peint dans ces passages, de voir les mécanismes de contrôle, les thèmes qui nous parlent toujours. Et on se base uniquement sur les extraits qu'on a. Oui, tout à fait. On va entrer dans Océania par les yeux de Winston Smith, mais sans avoir tout le roman, juste via ces quelques fenêtres sur son monde. C'est une immersion assez directe, quoi. Et ça commence fort, l'ambiance est posée tout de suite. Dès la première phrase, c'était une journée d'avril froide et claire, et les horloges sonnaient 13 heures. 13 heures, ça installe déjà un malaise, non? Oui, un décalage. Et puis, bien sûr, le slogan qu'on voit partout, Big Brother is watching you. Le ton est donné, c'est clair. Alors, parlons du décor. Londres, ou Airstrip One, comme ils l'appellent, c'est décrit comme un endroit en pleine décrépitude, non? Ah oui, complètement. Les descriptions sont très parlantes. Les Victory Mansions où vit Winston, ça sent le chou bouilli, l'ascenseur qui marche jamais, soi-disant pour économiser pour la semaine de la haine. C'est ça. Et partout ailleurs, c'est le délabrement. Des maisons du 19e siècle étayées, les fenêtres rafistolées avec du carton, le plâtre qui tombe. On sent les traces des bombardements. C'est une misère ambiante qui pèse. Oui, ça pèse sur tout le monde, même physiquement. Winston, qui a cet ulcère variqueux, c'est un environnement qui use les gens, en fait. Tout à fait. Et ce délabrement général, ça fait ressortir encore plus la puissance des bâtiments du parti. Le ministère de la Vérité, cette immense pyramide blanche. Ah oui, impressionnante, oui. Mais le pire, c'est peut-être le ministère de l'amour. C'est décrit comme particulièrement sinistre. Ah oui, flippant même. Pas de fenêtre, impossible d'y entrer comme ça, des barbelés, des gardes. Rien que le nom, ministère de l'amour, c'est... Glaçant. C'est l'inversion totale du sens. Et cette atmosphère, elle est renforcée par la pénurie constante. On le voit bien dans les extraits. Exactement. Winston qui a juste un bout de pain noir pour le lendemain, le gin Victory qui est décrit comme huileux, presque comme de l'acide nitrique. Les cigarettes Victory qui se vident toutes seules. C'est ça. Et ce manque permanent, les lames de rasoir, les lacets, ou même la ration de chocolat qu'on annonce réduite, ce n'est pas juste un détail, c'est un outil de contrôle. Ah oui. Comment ça? Ça maintient les gens dans une préoccupation matérielle de tous les instants. Ça limite leur capacité à penser à autre chose, à se révolter peut-être. Même la nourriture à la cantine, cette bouillie dans un environnement sordide, tout contribue à cet état. D'accord, donc un monde gris, froid, poussiéreux, avec ce sentiment constant d'inconfort, de manque, comme si on nous avait volé quelque chose, quoi. C'est exactement ça. Le sentiment d'avoir été trompé sur quelque chose auquel on avait droit. Et au cœur de tout ça, il y a la surveillance, constante, partout. Absolument. Et l'instrument clé de cette surveillance, c'est le télécran. Ah oui, cette plaque métallique. C'est ça, qui diffuse la propagande, les chiffres de production, mais surtout qui observe et qui écoute, tout le temps. On peut baisser le son, mais jamais l'éteindre complètement. Winston essaye de lui tourner le dos, mais il se dit que même un dos peut être révélateur. C'est terrible, ça. C'est la fin de toute intimité, oui. C'est la peur constante d'être épié, même chez soi. Et au-dessus de tout ça, il y a la figure de Big Brother, omniprésent. Oui, son visage moustachu sur toutes les affiches, avec ses yeux qui semblent nous suivre. Il est à la fois une menace et une figure qu'on est forcé d'adorer. On le voit pendant les 2 minutes de la haine, cette hystérie collective où tout le monde scande B, 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 B. C'est ça, une figure tutélaire dont on réécrit l'histoire sans arrêt pour qu'il apparaisse comme le leader depuis toujours. Et cette surveillance visible par le télécran et Big Brother, elle est doublée par une menace invisible, la police de la pensée. La thought police, oui. Et c'est peut-être encore plus terrifiant parce qu'on ne sait pas qui en fait partie. N'importe qui peut être un agent. Winston suspecte la fille aux cheveux noirs, par exemple. Et leur pouvoir est absolu. Bah oui, ils peuvent vous faire disparaître. Littéralement, vous deveniez une unperson, une non-personne, effacée de l'histoire comme si vous n'aviez jamais existé. La peur qu'ils interviennent suffit à paralyser les gens. Et ce qu'ils traquent avant tout, c'est le crime pensé, le thought crime. C'est un concept central, ça. Fondamental, oui. Et c'est ça qui est fascinant et terrifiant. Le crime, c'est la pensée elle-même. Une pensée qui dévie de la ligne du parti, c'est déjà le crime. Pas besoin de le dire, pas besoin d'agir. Exactement, la pensée est le crime. Comme le dit la formule, thought crime does not entail death. Thought crime is death.
Rien que le fait d'ouvrir un journal intime, comme Winston le fait, C'est déjà un crime pensé. c'est déjà virtuellement une condamnation à mort. Et ce contrôle s'étend même aux enfants. Oui, avec les espions. Les enfants sont complètement endoctrinés. Ils adorent le parti, ils surveillent leurs parents, ils les dénoncent. L'exemple des enfants Parsons qui dénoncent leur père. C'est glaçant. C'est terrible. Les adultes ont peur de leurs propres enfants, de ces petits sauvages ingouvernables qui sont élevés dans le culte de la délation. Donc surveillance totale, contrôle des pensées, et ça s'accompagne aussi d'une manipulation complète de la réalité, de l'histoire. C'est le rôle du ministère de la vérité, c'est ça? Le Miniver? C'est ça. Et rien que le nom est d'une ironie incroyable. Winston y travaille au département des archives. Son boulot, c'est de rectifier le passé. Rectifier, c'est-à-dire? Concrètement, il reçoit des messages qui lui disent de réécrire des anciens articles de journaux, des discours, des chiffres, pour que ça colle toujours avec ce que dit le parti aujourd'hui. Ah oui, comme l'exemple de la prédiction de Big Brother qui s'avère fausse. Exactement. Hop, on la réécrit pour qu'elle devienne juste. Les chiffres de production, on les ajuste. Une promesse non tenue, comme sur la ration de chocolat, on la fait disparaître des archives. Et pour être sûr qu'aucune trace ne reste, il y a les trous de mémoire. Oui, ces fentes dans le mur où on jette tous les documents originaux, toutes les notes. Tout est brûlé. Comme ça, le passé devient comme un palimpseste, oui. Une page qu'on gratte et qu'on réécrit sans cesse. C'est l'application directe du slogan « Qui contrôle le passé contrôle l'avenir ». Mais qui contrôle le présent, contrôle le passé. C'est exactement ça. Winston va même jusqu'à inventer des personnages, comme ce camarade Ogilvy. Oui, un héros fictif créé de toutes pièces, pour remplacer le discours de quelqu'un qui est devenu une personne, qui a été vaporisée. Et à l'inverse, il se souvient avoir eu une preuve photo de l'innocence de certains dirigeants purgés. Jones, Aronson et Rutherford. C'est ça. Il a eu la preuve entre les mains et il l'a détruite lui-même dans un trou de mémoire. Ce processus continu assure que la version du parti est la seule vérité qui existe. Mais comment c'est possible d'accepter ça? De vivre avec ces contradictions permanentes? Alors là, on touche à un concept clé, le double pensée, double think. Expliquez-nous. Là, c'est la capacité psychologique à tenir deux idées contradictoires en même temps dans son esprit et à accepter les deux. C'est savoir qu'on ment, mais croire sincèrement à ce mensonge au moment où on le dit. C'est ça qui permet d'accepter que l'ennemi change tout le temps. Hier Eurasia, aujourd'hui Istasia. Oui, et d'accepter que ça a toujours été Istasia. C'est accepter la baisse de la ration de chocolat comme si c'était une augmentation. C'est ce que le parti appelle le contrôle de la réalité. Une sorte d'ignorance organisée volontaire. C'est vertigineux. Parlons de l'impact de tout ça sur les gens, sur leurs relations. Il y a ce rituel quotidien, la haine de 2 minutes. Oui, un moment assez effrayant. C'est un défouloir collectif obligatoire. On projette le visage d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple. Et ça déclenche une haine, une rage incontrôlable chez tout le monde. Oui, une sorte d'hystérie collective. Et ce qui est troublant, c'est que même Winston, qui est plutôt lucide, se laisse emporter. Il parle d'une hideuse extase de peur et de vengeance. Ces sentiments sont complètement manipulés en fait. Totalement. Il passe de la haine de Goldstein à la haine de Big Brother, puis à l'adoration de Big Brother. Le but, c'est clairement de canaliser toutes les frustrations, toute la colère vers des ennemis désignés par le parti. Et ça marche. Et même le langage est un outil de contrôle, avec la novlangue Newspeak. Ah oui, la novlangue. C'est Syme, le collègue de Winston qui travaille sur le dictionnaire, qui explique très bien le but. C'est quoi le but? Réduire le vocabulaire au maximum pour réduire le champ de la pensée. L'idée finale, c'est de rendre le crime pensé littéralement impossible. Comment ça? S'il n'y a plus de mots pour exprimer une idée hérétique, l'idée elle-même disparaît ou devient impensable. L'orthodoxie et l'inconscience, comme dit Syme. L'idéal, c'est le dogspeak, le parler canard. C'est ça, parler sans réfléchir, répéter la ligne du parti automatiquement. D'ailleurs, Winston pense que Syme, justement parce qu'il est trop intelligent, trop conscient de ce qu'il fait, il finira vaporisé. Dans ce climat de suspicion, de contrôle de la pensée, les relations humaines, ça doit être compliqué. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La méfiance est partout. Winston qui suspecte Julia au début, puis qui espère que Brian ameindre du parti intérieur et secrètement contre le parti. Avoir une vie personnelle, on life comme ils disent, c'est dangereux. Ces rencontres avec Julia sont forcément clandestines, risquées. Il parle de parler par à-coups. C'est ça. Et même la sexualité, l'instinct le plus basique, est réprimé. La ligue anti-sexe pour les jeunes. Le parti veut transformer cette énergie frustrée en... En ferveur pour la guerre et pour Big Brother. Voilà.
Et du coup, pour Winston et Julia, l'acte sexuel devient un acte politique, une rébellion. Le désir était crime pensé. Julia dit elle-même qu'elle est corrompue jusqu'aux os, qu'elle a eu plein de liaisons, toujours avec des membres du parti. C'est sa forme de résistance à elle. La rébellion de Winston, elle passe par son journal secret où il écrit Abba Big Brother, ou par l'achat d'objets du passé, comme ce presse-papier en verre. Oui, des petits actes de défiance individuelle. Il essaie aussi de comprendre le passé en parlant à un vieux prolétaire. Mais ça ne donne rien, le vieil homme ne se souvient que de détails sans importance. Et puis, il y a cette chambre qu'il loue au-dessus de la boutique de Monsieur Charrington, un refuge. Un petit sanctuaire, oui. Une poche du passé. Très fragile, évidemment. Parlons un peu des prolétaires, les proles. Ils représentent 85% de la population, c'est énorme. Oui, mais le parti les méprise. Ils sont considérés comme inférieurs, presque comme des animaux. Winston dit « Les proles sont humains, nous ne le sommes pas ». C'est une vision très dure. Et leur vie, c'est le travail, la pauvreté, et comme principal intérêt, la loterie. Une loterie truquée, bien sûr. Le parti leur fabrique une sorte de sous-culture pour les abrutir. Des journaux bas de gamme, des romans, des films, de la musique écrite par des machines. Même de la porno via le porno sec. Winston met quand même un espoir en eux, non? S'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires. Oui, un espoir un peu diffus. Mais ils constatent aussi leur inertie. Ils peuvent faire une émeute pour des casseroles, mais pas contre le parti lui-même. Pourtant, il y a cette image forte de la femme prolétaire qui chante dans la cour, qui symbolise une sorte de vitalité perdue pour les membres du parti. Mais cette petite bulle de liberté que Winston et Julia s'étaient créée dans la chambre, elle éclate. L'arrestation. Inévitable, oui, et brutale. La voix derrière le tableau, les gardes en noir qui défoncent la porte, la violence contre Julia, le presse-papier qui se brise. C'est la fin du rêve, la fin du refuge. Et ils sont emmenés au ministère de l'Amour. C'est ça. Et là, les descriptions sont terribles. Les cellules blanches, la lumière qui ne s'éteint jamais, ce bourdonnement constant, la promiscuité avec d'autres prisonniers. On voit Parsons, par exemple, arrêté pour crime pensé parce que sa propre fille l'a dénoncé. C'est là que la torture commence vraiment. Oui, d'abord la torture physique, assez basique, des coups, pour obtenir des confessions rapides sur n'importe quoi. Mais ce n'est que le début. Après, vient l'interrogatoire par O'Brien. Et là, on change de registre. Complètement. O'Brien, cette figure ambiguë que Winston admirait presque, devient son tortionnaire. Mais c'est une torture plus sophistiquée. Il alterne la douleur physique, avec ce fameux cadran qui contrôle l'intensité. Et des discussions presque intellectuelles, philosophiques. Exactement. O'Brien explique qu'il ne veut pas juste punir Winston, il veut le guérir, le rendre sain d'esprit, c'est-à-dire détruire complètement son individualité, sa perception de la réalité, pour la remplacer par celle du parti. Il lui dit que la réalité n'existe que dans l'esprit du parti. C'est ça. Et que le parti est tout-puissant, infaillible. Le moment clé, c'est quand il force Winston à accepter que 2 plus 2 égale 5, si le parti le décide. C'est la négation même de la logique, de la vérité objective. Tout à fait. Et pour enfoncer le clou, O'Brien lui montre la fameuse photo qui prouvait l'innocence de Jones, Aronson et Rutherford. Puis il la jette au trou de mémoire. Il nie son existence même. C'est la démonstration ultime du contrôle absolu sur le passé, sur la mémoire. Et O'Brien révèle la vraie motivation du parti. Oui. Le pouvoir pour le pouvoir. Pas pour le bien, pas pour le confort, juste le pouvoir. Pur et absolu. L'objet du pouvoir est le pouvoir. Le but final, c'est un monde de peur, de haine, de souffrance et d'humiliation, où la seule émotion permise sera l'amour de Big Brother. Nous créons la nature humaine, dit O'Brien. C'est terrifiant. Et l'étape finale de cette rééducation, c'est la chambre 101. La chambre 101. Là où se trouve la pire chose au monde. Et cette chose est différente pour chacun. C'est la phobie la plus profonde de l'individu. Pour Winston, ce sont les rats. Exactement. Et quand il est confronté à cette cage de rats affamés, prête à s'ouvrir sur son visage, il craque complètement. Il hurle la seule chose qui peut le sauver à ce moment-là. Faites-le à Julia, faites-le à Julia, pas à moi. Julia, je me fiche de ce que vous lui faites, pas moi. C'est la trahison absolue. La trahison ultime, oui. Il sacrifie la personne qu'il aime, son dernier bastion intérieur, pour échapper à la terreur. À ce moment-là, son moi est définitivement brisé. Après ça, il est libéré. Mais il n'est plus le même. Non, plus du tout. Les dernières scènes le montrent au café du Marronnier. Il a changé physiquement,
Il a grossi, mentalement il est vide. Il joue aux échecs, il boit ce gin Victory infâme. Il revoit Julia, brièvement. Oui, mais il n'y a plus rien entre eux. Ils s'avouent qu'ils se sont trahis sous la torture. Quand ça arrive, on le pense vraiment, dit Julia. Leurs sentiments ont disparu. C'est fini. Et à la fin, il trace 2 plus 2 égale dans la poussière sur la table, sans finir. Il n'écrit pas 5, mais il n'écrit pas 4 non plus. Son esprit est ailleurs. Et puis, il y a cette annonce d'une victoire militaire à la radio. Et ça déclenche en lui une vague d'émotion, d'amour pour Big Brother. La dernière phrase du livre. Il l'aimait, Big Brother. C'est ça. La guérison est complète. La soumission est totale. Il est brisé, mais il est sain d'esprit selon les critères du parti. C'est une conclusion terrible. Ces extraits nous donnent vraiment un aperçu glaçant de ce système de contrôle total, où la réalité elle-même est manipulée, où la surveillance est constante, et où l'esprit humain est déconstruit, remodelé. Oui, c'est une exploration qui pose des questions fondamentales sur le pouvoir, sur la vérité, sur la résistance de l'esprit humain aussi, et sa fragilité face à une oppression qui est aussi systématique, aussi totale. Les mécanismes qu'Orwell décrit sont extrêmes, bien sûr, c'est une dystopie, mais ils nous interrogent sur des tendances qui peuvent exister. Tout à fait. Le contrôle du langage, la manipulation de l'information, la surveillance. Et ça nous laisse peut-être avec cette réflexion. Le roman suggère que si on contrôle le langage, on contrôle la pensée, que la mémoire peut être effacée, que l'amour du pouvoir peut finalement tout écraser. Alors sans faire d'équivalence facile, bien sûr, mais quels échos de ces mécanismes peut-on percevoir aujourd'hui? Et surtout, comment fait-on pour garder un esprit critique, pour préserver notre humanité face à ces défis?